Alors, on a souvent cette image en tête, hein, celle d'une grande puissance militaire qui peut, comme ça, d'un claquement de doigts, sécuriser n'importe quel point chaud du globe, comme le détroit d'Ormuz. Mais cette idée, qui paraît tellement logique au premier abord, eh bien, il se pourrait que ce ne soit qu'un fantasme. On va décortiquer ça ensemble pour voir pourquoi. La vraie question, c'est ça. Est-ce que déployer les muscles, les porte-avions, toute la panoplie, est-ce que ça suffit vraiment pour garder cette artère vitale ouverte? On imagine que oui, que la supériorité militaire règle tout, mais la réalité sur place, elle est beaucoup, beaucoup plus nuancée que ça. Ok, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut avoir ce chiffre en tête. 20%. C'est énorme. C'est la part de tout le pétrole mondial qui passe par ce tout petit couloir maritime. Chaque jour. Imaginez une seconde ce qui se passerait si ça s'arrêtait. Même juste pour un peu de temps. Les conséquences économiques seraient mondiales et quasi immédiates. L'enjeu est juste colossal. Alors, commençons par le début. La première partie de cette analyse, c'est ce qu'on peut appeler le mythe de la force. D'où vient cette idée, cette croyance si répandue que la domination militaire est la réponse à tout? Et surtout, pourquoi est-ce que dans ce cas précis, elle est à côté de la plaque? L'idée de base est super simple. C'est la loi du plus fort. On se dit qu'en envoyant une force militaire écrasante, on va forcément intimider l'adversaire et s'assurer que les bateaux pourront passer tranquillement. C'est une vision très classique de la guerre. Le problème, c'est que le détroit d'Ormuz, c'est tout sauf un champ de bataille classique. On va voir ça tout de suite. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, à ce qui vient complètement bousculer cette vision classique. On entre dans ce qu'on appelle la réalité asymétrique. C'est une façon totalement différente de penser le contrôle d'une zone. Et là, la différence est vraiment fondamentale. D'un côté, on a la domination militaire classique, qui demande un contrôle total 24 heures sur 24. Il faut être partout, tout le temps. Et de l'autre, on a ce fameux contrôle asymétrique. Et là, c'est une autre histoire. Pour l'Iran, pas besoin de gagner une guerre, non. Le seul objectif, c'est de rendre le passage dans le détroit constamment et imprévisiblement dangereux. Voilà, c'est ça, le contrôle asymétrique. L'idée, ce n'est pas de gagner une grande bataille navale, pas du tout. C'est de créer un climat de risque, d'incertitude, qui soit si permanent et si élevé que l'autre camp, de lui-même, décide que le jeu n'en vaut pas la chandelle. En fait, l'arme principale ici, ce n'est pas le missile, c'est l'incertitude elle-même. Bon, en théorie, ça se tient. Mais concrètement, sur le terrain, ça ressemble à quoi? Quels sont les outils que l'Iran peut utiliser pour mettre en place cette stratégie de contrôle asymétrique? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On ne parle pas ici de technologies ultra sophistiquées et hors de prix. Pas du tout. On parle de missiles côtiers mobiles qu'on peut cacher n'importe où, de drones bon marché, de mines navales, de petites vedettes rapides. Leur vraie force, ce n'est pas leur puissance de feu individuelle. C'est le fait qu'ils sont partout et nulle part à la fois. Ils sont dispersés et donc quasiment impossibles à éliminer complètement à 100%. Maintenant, on va changer de perspective. Parce que le vrai champ de bataille, en fait, ce n'est pas tant le détroit lui-même, avec ses navires et ses missiles. Non, le vrai champ de bataille, c'est l'économie mondiale. Ce sont les marchés de l'assurance. Et le mécanisme est d'une simplicité redoutable. Regardez bien cette réaction en chaîne. Étape 1, il suffit d'un seul incident. Un seul pétrolier est touché, même légèrement. Étape 2, la réaction du marché est immédiate. C'est la panique. Les primes d'assurance pour traverser la zone, elles n'augmentent pas. Elles explosent. Et la conséquence finale, étape 3, elle est logique et inévitable. Le risque financier devient tellement énorme que le trafic commercial s'arrête de lui-même. Plus besoin de tirer un seul autre coup de feu. On voit bien que l'objectif n'est pas du tout d'établir un blocus naval à l'ancienne. Ce serait militairement suicidaire face à une superpuissance. Non, l'objectif stratégique est bien plus fin, bien plus malin. Il s'agit d'utiliser le risque, l'incertitude, comme une arme. Une arme qui vise directement les portefeuilles des transporteurs et surtout de leurs assureurs. Alors, face à une telle stratégie, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le défi réel pour une nation qui voudrait malgré tout garantir une sécurité absolue à 100% dans le détroit? On va voir que le coût est prohibitif. Et ce déséquilibre est frappant. D'un côté, pour l'Iran, la mission est de réussir une seule fois, une seule attaque réussie, et l'objectif est atteint. De l'autre côté, pour une superpuissance, la mission est de ne jamais échouer, zéro erreur, garantir une sécurité totale. Et ça demande des moyens absolument colossaux et permanents. Il faudrait des escortes pour chaque convoi, des dragueurs de mines qui travaillent sans arrêt, une surveillance aérienne et satellite de tous les instants. L'effort est tout simplement gigantesque et le coût astronomique. Finalement, tout se résume dans cette phrase, qui est vraiment la clé de tout. À Ormuz, le contrôle repose moins sur la domination militaire que sur la capacité à imposer une incertitude permanente au commerce mondial. C'est un véritable changement de paradigme dans la façon de penser la puissance. Et ça nous laisse avec une question de fond, une question qui va bien au-delà du seul cas d'Ormuz.
Dans les conflits d'aujourd'hui, est-ce que la capacité à créer du doute, de l'incertitude, n'est pas devenue une arme plus puissante que la simple capacité à projeter la force brute? C'est une réflexion qui pourrait bien redéfinir notre compréhension des rapports de force à l'échelle mondiale.